Donc, dans une perspective de transition écologique, le vélo est évidemment une des pistes privilégiées pour développer des mobilités plus respectueuses de l'environnement, puisque les mobilités cyclables, elles ont des impacts environnementaux très limités. Elles participent aussi à décongestionner les villes, à donner des activités physiques aux citadins, donc à être bénéfique pour leur santé, on va dire, à la fois physique et mentale. Et puis, les mobilités cyclables, elles ont un autre avantage, c'est qu'elles sont peu coûteuses, donc à la fois pour les usagers et les usagères, et pour les pouvoirs publics. Alors, malgré ces qualités relativement peu étudiées, notamment parce que leur part modale reste modeste, hein, donc en France aux alentours de 2%, 6% par exemple à Lyon. Euh, et la part modale de déplacement. Et donc le projet Véléval, dont on parle en simu, vise à combler ce manque de connaissances en s'intéressant à ce qui fait que les individus sont, qu'on a nommé plus ou moins à l'aise à vélo en ville. Donc, l'hypothèse sur laquelle nous travaillons, c'est que la production de ces pratiques cyclables, elle dépend de trois facteurs. Donc, le premier, c'est la trajectoire sociale des individus, c'est-à-dire qui ils sont en fait véritablement en termes d'âge, de genre, de classe sociale, de lieu de travail et d'habitation, les déplacements qu'ils parcourent, et puis d'état de santé aussi, puisqu'évidemment ça va jouer. Un deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les socialisations, sur lequel on pense que ça a un impact important, c'est ce qu'on appelle les socialisations des individus au vélo, et plus généralement aux mobilités urbaines. Alors, les socialisations, hein, c'est un vocabulaire scientifique qui décrit en fait l'ensemble des apprentissages successifs dans une société et dans des milieux sociaux ou un milieu social donné, par lequel les individus eh bien, deviennent en réalité ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individus avec une personnalité, des compétences, des connaissances. Et donc, nous, on distingue un peu à la fois les mobilités aux pratiques cyclables, c'est-à-dire comment les individus sont devenus plus ou moins compétents à se déplacer au vélo en ville, et puis les mobilités par le vélo, c'est-à-dire comment le fait de circuler en ville à vélo eh bien, va modifier la représentation de l'espace, mais aussi la représentation de soi-même comme citoyen, comme citadin, et même les représentations de la société, ce qui va rejoindre la perspective évidemment que ça peut offrir en termes de transition énergétique. Enfin, évidemment, le dernier facteur sur lequel on travaille, c'est comment eh bien, des espaces parcourus vont influencer à la possibilité de ces pratiques, c'est-à-dire comment ils sont plus ou moins cyclables, c'est-à-dire plus ou moins favorables au développement en ville. En fait, notre objectif, c'est de contribuer à comprendre comment les pratiques cyclables en ville, euh, comment elles se fabriquent, dans une logique en fait d'aide à la décision, c'est-à-dire de suggérer des pistes d'action, notamment aux acteurs publics. Donc, à ce titre, on peut signaler que le Grand Lyon, donc l'agglomération de Lyon, est partenaire de notre projet et s'intéresse de près à ce qu'on fait. Et puis, on aura des apports un peu sur deux champs, c'est-à-dire d'un côté, notre projet va donner des grilles d'évaluation, un petit peu des éléments d'évaluation eh bien, des espaces, des aménagements, notamment cyclables, des politiques cyclables qui sont menées. Et de l'autre côté, eh bien, ce qu'on va raconter, qu'on va pouvoir montrer sur les socialisations, ça va pouvoir donner des pistes d'action sur notamment des dispositifs d'apprentissage pour faciliter la pratique. Et donc, du coup, pour faire ça, notre projet s'appuie sur une méthode qui implique à la fois des traces GPS, des vidéos et des entretiens de réactivation. Et donc, je vais vous en dire deux mots. Alors, on a une méthode un peu particulière. En fait, on travaille à la fois sur les agglomérations de Lyon et de Saint-Étienne. Là, vous avez à l'écran qui s'affiche une carte de l'agglomération de Lyon, qui est une carte de cyclabilité. J'en dirai un mot juste après. Et puis, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on équipe des cyclistes avec des caméras dotées d'un GPS, hein, donc des caméras qu'on peut voir sur le vélo en libre-service qu'on a photographié ici. Et puis, on demande aux personnes de filmer 10 de leur trajet, en particulier 10 de leur trajet domicile-travail. Et puis, quand ils filment, on enregistre aussi les traces GPS. Et puis, quand ils nous rendent la caméra, en fait, on va effectuer un certain nombre de traitements, dont notamment un traitement cartographique de leurs données. Alors, ça peut donner la carte que vous voyez. Donc, sur cette carte, sur la droite, je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi, j'ai un peu les images des personnes qui s'affichent. On a le trajet, hein, c'est la petite trace noire, c'est le trajet de la personne en question, qui est replaqué sur cette carte, qui est une carte de cyclabilité. Donc, en fait, c'est un indicateur qui prend en compte à la fois la pente, évidemment, les aménagements cyclables, donc bandes, pistes cyclables, éventuellement aussi la présence de stations de vélos en libre-service, comme le Vélib à Paris, à Lyon, ça s'appelle les Véloves, et aussi à la fois les caractères accueillants des routes, donc la limitation de vitesse qu'il va y avoir, le trafic qu'on va avoir sur une route, et par exemple la présence de parcs et de cours d'eau. Les vidéos qu'on extrait, des vidéos que les personnes prennent avec
leur vélo et les traces GPS, en fait, elles nous servent à la fois en tant que telles, comme apprentissage, et puis elles nous servent pour faire des entretiens auprès des cyclistes. En fait, on leur reprojette la vidéo et on vient avec des cartes pour discuter avec elles et avec eux, donc les 40 personnes qu'on interroge, et bien de leur pratique dans des entretiens qu'on qualifie de réactivation, puisque cette carte et la vidéo va servir à réactiver leur mémoire pour qu'on puisse discuter avec elles et eux. Et c'est ce qui va donner, par l'analyse, les résultats qui nous intéressent aujourd'hui et que Nathalie va pouvoir présenter. Alors, à propos de ces résultats, on va revenir sur 6 constantes dans les récits qui vont nous permettre justement d'éclairer un peu déjà qu'est-ce qu'on peut projeter sur le futur. La première constante est l'apprentissage enfant comme déclencheur de la pratique. Très nettement, une pratique acquise essentiellement en zone rurale ou en périurbaine de cet apprentissage dont va dépendre une maîtrise de l'outil qui fera que les personnes seront prêtes à passer à une pratique urbaine, notamment à s'insérer dans la circulation automobile une fois arrivées à l'âge adulte. La deuxième constante de ces récits est que cette pratique est évolutive au cours de la vie. C'est-à-dire qu'on a très peu de personnes qui ont un parcours où elles ont utilisé le vélo toute leur vie. Il y a donc des interruptions qui sont liées à la qualité des territoires, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins accueillants pour permettre cette pratique cycliste. Et d'autre part, au cycle de vie, notamment lors de l'arrivée des enfants, qui est un des éléments d'interruption de la pratique, qui tend soit à limiter, soit à arrêter la pratique, et en particulier pour les femmes. Troisième élément qui nous a paru vraiment intéressant dans ces récits, c'est que la pratique devient un besoin une fois installé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a commencé à faire du vélo, cette pratique perdure dans le temps, quelles que soient les conditions. Quatrième élément, c'est une différence genrée et sociale dans l'expression de cette pratique, qui tient notamment à une appréhension du risque, notamment du risque automobile dans la cohabitation avec les circulations qui est différente entre les hommes et les femmes, à une pratique aussi de la performance chez les hommes que l'on ne retrouve pas ou très peu chez les femmes. Et troisièmement, dans des territoires peu équipés, la population des cyclistes va être essentiellement masculine et va tendre à se féminiser dans des territoires qui seront jugés plus accueillants, donc plus faciles en général parce que mieux équipés. Et en revanche, donc ces premiers cyclistes sont généralement des personnes qui sont très dotées socialement en termes de diplôme, pas nécessairement en termes de capital économique, mais en tout cas en termes de diplôme. Même chose pour les femmes qui vont être les premières à s'installer à développer cette pratique. Et la pratique va avoir du mal ensuite à percoler dans des milieux plus populaires. Et cinquième élément, c'est la difficile cohabitation avec les automobilistes. Et là, c'est quelle que soit en fait la qualité de la pratique, quelle que soit la capacité et l'ancienneté de cette pratique, cette cohabitation avec les automobilistes s'avère difficile dans tous les récits. Et sixième élément, et cela c'est un élément qui nous a paru aussi extrêmement intéressant, c'est qu'une fois que la pratique cycliste est installée, elle va pouvoir influencer sur les choix de localisation, c'est-à-dire sur là où on va habiter. Alors, quelles leçons pour quel monde après ? La pratique cycliste doit être pensée dans l'ensemble de ses dimensions, et ça c'est vraiment quelque chose qui était une hypothèse de départ et qui s'est avérée vérifiée, tant sociale que spatiale, pour qu'il puisse y avoir une généralisation de cette pratique. Cela passe premièrement par l'acquisition de la maîtrise de la pratique enfant pour toutes et pour tous. Je reviens sur le premier point, mais c'est vrai que c'est un point essentiel, un prérequis donc à la généralisation de la pratique. Deuxième élément, l'aménagement du territoire doit être pensé dans sa continuité par et pour des cyclistes et doit être évolutif. C'est-à-dire qu'il doit être pensé pour faire face à un afflux de cyclistes. Cela implique donc un certain nombre d'éléments. Avoir la sécurité comme mot d'ordre et la pensée dans ses moindres détails.
la continuité des parcours cyclistes, mais aussi penser à des aménagements tels que des parkings qui ne sont pas toujours présents, des possibilités de réparation aussi sur le territoire et un équipement adapté et féminin pour les femmes, également un élément qui est ressorti. Troisième point, cet élément doit être conçu en ayant également à l'esprit l'importance de la dimension sensible et du plaisir pour que la pratique puisse se développer. Donc, c'est la place par la sécurité. Sécuriser les parcours permettent l'installation de la releverie, qui est une dimension importante dans la pratique, mais aussi l'importance de la nature dans l'ensemble de ces dimensions. Le cycliste y est sensible et cela fait partie de l'expérience du déplacement. Quatrièmement, le vélo à assistance électrique comme support de généralisation de la pratique. En effet, le vélo électrique peut permettre d'effectuer des trajets plus longs et plus ardus, notamment dans des territoires accidentés comme on a à Saint-Étienne ou à Lyon, que ceux effectués sans cet usage. Le VAE permet également à des personnes de se mettre à la pratique, des personnes qui ne sont pas particulièrement sportives, ou au contraire de la poursuivre lorsque la capacité physique peut être diminuée. Et enfin, le vélo électrique permet également de transporter des charges plus lourdes, comme des enfants par exemple, ou du matériel, des sacs de course. Bref, peut en venir à remplacer la voiture. Cinquième point, qui est aussi l'importance de valoriser la pratique pour la rendre légitime. Le vélo n'est pas pensé comme une pratique légitime, en particulier par les classes populaires, pour qui la voiture est, elle, l'élément important dans cette pratique. Il est donc important de travailler sur cette image du cyclisme si on veut pouvoir la développer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous attendons vos questions. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions donc, dans la fenêtre Converser que vous pouvez ouvrir à côté, dans le bouton qui est à côté de partager l'écran. En attendant que les premières questions viennent, moi je vous pose une question. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi par exemple en 2040, avoir des villes où 90-95% de la population ferait tous ces déplacements au moins intra-urbains à vélo, et voire plus qu'intra-urbains? Je peux essayer de tenter une réponse. Alors 90-95%, c'est assez improbable. Si on regarde néanmoins actuellement, pour donner un état de référence, les pays de référence en Europe, c'est le Danemark et les Pays-Bas, où dans les grandes villes, eh bien, on atteint des parts modales, des déplacements dans les grandes villes, dans les centres des grandes villes, moins dans leurs banlieues, qui avoisinent les 50% des déplacements qui sont effectués, y compris beaucoup de déplacements avec des enfants. Et pour anticiper un peu de la question qui est posée après, mais je laisserai Nathalie répondre, elle est plus au point que moi sur la question de genre, c'est aussi des endroits où on a une pratique qui est beaucoup moins inégalitaire sur le plan du genre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de femmes qui font du vélo quand la part modale augmente, notamment parce que ça provoque des effets de sécurité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on peut fortement avoir des pourcentages qui soient multipliés par 10 ou 20 en France, très probablement. En revanche, il y a toujours des personnes qui ont quand même des problèmes physiques. Ça va être compliqué. Le vélo ne remplit pas tout à fait toutes les possibilités que peuvent offrir, par exemple, les transports en commun ou que peuvent offrir le véhicule individuel. Mais disons, dans un objectif où on se passerait de plus en plus de véhicules motorisés type, surtout de l'automobile, en fait, ce qui est quand même probablement ce vers quoi il faut tendre, eh bien, un système qui inclut à la fois la marche, où le vélo peut se retrouver en concurrence avec la marche sur des distances courtes notamment, mais aussi le développement de transports en commun, eh bien, on peut effectivement tendre vers des choses assez générales. Mais il est probable plutôt qu'on arrive sur des parts modales de plusieurs dizaines de pourcents que d'une ville totalement cyclable, entre guillemets. D'accord. Par modal, juste si je comprends bien, c'est la part de vélo, le pourcentage de déplacement en vélo dans la totalité des déplacements. Tout à fait. La part modale, au plan général, c'est le pourcentage de déplacement fait avec un mode particulier, donc dans le cas dont on parle, celui du vélo. OK. Alors, donc, on a une autre question qui porte sur la question des équipements adaptés pour les femmes. Est-ce que vous pouvez en dire plus du coup? Alors, en fait, c'est un élément qui était ressorti d'un colloque que nous avions réalisé avec Mathieu, et puis pas de nos entretiens, mais d'entretiens réalisés auprès de personnes qui ne réalisent pas, qui ont abandonné la pratique cycliste et qui se plaignaient du fait que les équipements, en particulier les équipements spécialisés, sont souvent pensés pour des hommes.
et par des hommes, et qu'il y a un besoin que cela soit repensé de façon à rendre plus attractive aussi la pratique. Alors ça peut sembler léger, mais en fait, c'est aussi quelque chose dont il est important de penser si on veut effectivement que cette pratique se généralise. Après, ce que l'on voit dans les pays où justement elle s'est généralisée, c'est que c'est pas tellement un frein une fois qu'elle est installée, mais ça peut être un frein en tout cas au démarrage. Et qu'est-ce qui permettrait justement de développer la pratique du vélo, en particulier chez les femmes? Alors, il y a la première question et la question qui remonte encore plus fort que chez les hommes, c'est la question de la sécurité par rapport à l'automobile. Elles sont globalement beaucoup moins sûres sur les routes. Elles ont une moindre pratique en général du vélo sportif. Donc, quand elles passent sur la route, elles ont moins cette acquisition de compétences que peuvent avoir, qui reste quand même très masculine actuellement. Donc, ça, c'est aussi un des éléments à travailler par rapport à la socialisation. Allô? Ça fige. Ah, je crois que Nathalie a figé dans sa réponse. Bon. Je complète juste un petit mot du coup sur cet aspect. C'est aussi beaucoup une hypothèse, mais en fait, il faut imaginer que globalement, les personnes qui conçoivent notamment les aménagements cyclables les projettent par rapport à un cycliste imaginé ou un cycliste type. Et souvent, ce qu'on projette, c'est le cycliste qui va au travail, parce que c'est la mobilité légitime. Alors qu'on sait qu'en voiture, par exemple, c'est 20 à 30% seulement des déplacements qui sont en fait du domicile-travail. Et comme les femmes sont beaucoup plus souvent que les hommes, responsables des activités, enfin, de ce qu'on appelle le travail domestique, hein, notamment chercher les enfants à l'école, alimenter le foyer en faisant les courses, etc. En fait, si on focalise la construction, notamment d'aménagements cyclables, plutôt aux abords des écoles, etc., par exemple, hein, on pourrait potentiellement s'adresser davantage aux femmes, en partant du principe que ce n'est pas le vélo qui va forcément inverser les rapports de genre tels qu'ils sont construits aujourd'hui dans la société. Alors, j'ai plein d'autres questions. Du coup, en France, envisager un périple vélo plus train est très compliqué car transporter un vélo en TGV ou d'autres trains est compliqué ou impossible. Alors, il n'y a pas vraiment de question, mais j'imagine que ça porte un petit peu sur le couplage entre différents modes de transport qui sont perçus comme verts, le train et le vélo. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors il y a des endroits où c'est effectivement beaucoup plus performant qu'en France. Pour le dire un peu basiquement, en France, on peut dire hein, assez schématiquement que la SNCF est plutôt réfractaire un peu au vélo, notamment le fait de mettre dans le train, parce qu'ils voient ça comme une concurrence directe à des places qu'ils pourraient vendre. C'est-à-dire que si on n'a pas des vélos qui occupent l'espace, on peut potentiellement mettre des sièges et donc les rendre payants. Ce qui tendent à mettre en place plutôt aujourd'hui, c'est très focalisé sur le domicile-travail, plus compliqué pour l'exemple qui est pris là, qui est plutôt celui du voyage, c'est de mettre en place des parkings sécurisés en gare. Donc ça progresse un peu de ce point de vue-là. Mais effectivement, dans les TGV, c'est très compliqué. C'est un peu mieux dans les TER, mais sur certaines zones, notamment comme nous on travaille sur Lyon et Saint-Etienne, entre Lyon et Saint-Etienne, les TER sont saturés de vélos en fait en permanence sur les périodes de domicile-travail. Donc, il y a certainement des évolutions à voir là-dessus, et notamment en termes d'imaginaire, il y a des choses à penser sur ce sujet. On peut dire la même chose, d'ailleurs, là, on parle de train, mais l'intermodalité, c'est-à-dire le fait d'utiliser plusieurs modes sur un trajet, aujourd'hui est relativement compliqué à vélo, y compris en transport urbain. Souvent, il n'est pas autorisé de les mettre dans le métro ou dans le tram, seulement à un certain nombre d'heures. C'est compliqué aussi s'il y a des bus, alors qu'on pourrait avoir des systèmes d'attache. Hein, ça existe dans certaines villes. Notamment, vous avez sans doute déjà vu des villes nord-américaines hein, où on peut mettre des vélos soit à l'avant du bus, soit à l'arrière. Donc, il y a des systèmes à imaginer et des choses à développer sur l'intermodalité. Un tout petit point, je m'arrête là. Le seul champ où il y a une petite différence sur l'intermodalité, c'est les vélos en libre-service, type donc Vélib, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus connu, où là, on a une intermodalité qui est souvent plus grande parce qu'on peut lâcher le vélo en fait, et prendre un autre mode de transport, par exemple pour rentrer chez soi ou inversement. D'accord. Alors, je vais passer à une autre question. Est-ce qu'une alternative low-tech peut être envisagée pour pallier la possible absence de vélos à assistance électrique?
C'est-à-dire, j'imagine est-ce que le vélo à assistance électrique, ça implique de fabriquer des batteries, ça implique de fabriquer toutes ces choses-là, et du coup, ça peut diminuer un petit peu le gain écologique qu'on peut attendre d'une augmentation de la pratique du vélo électrique. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre dans ce domaine-là? Alors, pour répondre d'un point de vue scientifique, on va être quand même très limité, hein. Je ne suis pas énergéticien et Nathalie non plus. Par contre, il y a sans doute des évolutions à la pratique. C'est marginal, mais on sait qu'il y a des personnes qui vont se remettre à faire du vélo, notamment des personnes avec des conditions physiques un peu réduites, en passant par le VAE, vélo à assistance électrique, et qui vont par exemple ensuite potentiellement repasser à un vélo mécanique, parce que sur des zones plates, en fait, c'est tout aussi efficace, un vélo sans assistance électrique. Donc ça peut être parfois une étape de ce type. Il y a aussi des questions d'image. Ça se développe beaucoup aujourd'hui, le vélo à assistance électrique, parce que ça fait moderne, etc. Aussi parce que ça fabrique des circuits économiques qui sont calqués un peu sur le circuit économique de l'automobile. C'est plus difficile à entretenir, et notamment ça sur des questions de low-tech, c'est important. C'est-à-dire qu'un vélo classique, c'est de la mécanique extrêmement basique. À peu près tout le monde peut en gros régler un frein et réparer une chambre à air, hein, etc. Avec un vélo électrique, tout se complexifie, et ça fait que notamment on va pouvoir vendre des forfaits d'entretien, etc. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ça se développe. Donc, il me semble qu'en tout cas, il y a peut-être des réponses sur le plan énergétique à apporter. Il y a sans doute aussi des réponses qui sont que si on peut monter, par exemple, notamment pour revenir sur l'intermodalité, si quand il y a une pente qu'on peut difficilement monter physiquement, on peut plus facilement mettre un vélo dans le métro, par exemple, ou qu'on a des choses qui aident un peu, on peut peut-être s'en passer. C'est difficile de répondre. Alors, autre question. Donc, deux questions en une. Comment envisagez-vous de changer l'image du vélo auprès des classes populaires? Comment cela pourrait-il se faire? Par quel levier? Et comment imagineriez-vous de développer cette pratique auprès des enfants, notamment en interurbain, là où potentiellement il y a beaucoup de voitures? Alors, je vais essayer de répondre. Pour changer l'image, alors changer l'image d'un objet, ça prend énormément de temps socialement, surtout qu'on est aujourd'hui face à une automobile qui est dominante parce qu'il y a des décennies de construction d'un objet dominant, et où le vélo aujourd'hui redevient déjà légitime en tant que pratique de transport. C'est-à-dire que souvent, ça a été une pratique de loisir. En réalité, une grande partie de la population française sait faire du vélo, hein. C'est un cadeau de Noël classique, hein, par exemple. Les enfants, la plupart, pas tous, mais la plupart apprennent à faire du vélo. Et puis, on a une pratique sportive, on a une image qui est fortement associée, hein. On a le Tour de France qui est une compétition de référence. Donc, on a ces deux associations, le loisir un peu enfantin et le sport, qui sont dominants. Changer ça, évidemment, ça prend du temps. Aujourd'hui, le vélo, il est encore notamment pour certaines populations synonyme de pauvreté. C'est la réussite sociale, ça demeure acquérir une belle voiture. Ça change un petit peu dans les centres urbains où avoir un beau vélo aujourd'hui, c'est-à-dire un fixie par exemple, hein, va devenir quelque part quelque chose qui peut participer à un mode de distinction. Ça rend bien, puis ça montre qu'on a des comportements écologistes, donc c'est bien vu socialement. Mais globalement, ce qui est très probable, c'est qu'en fait, la multiplication du vélo et le fait de le rendre plus facile, et donc l'augmentation de la part modale, participe de fait à en changer progressivement l'image. Et puis, pour prendre un exemple, actuellement, il y a quelque chose qui, quand même, je pense, va changer l'image dans pas mal de quartiers populaires. Je ne sais pas si vous avez vu, on voit un petit peu surgir des reportages là-dessus. Il y a des jeunes Français, inspirés notamment de ce qui se passe aux États-Unis, qui circulent en groupe, en fait. Souvent avec des choses où ils vont circuler avec des VTT, faire des roulevés le plus possible, faire un peu des acrobaties spectaculaires. Et ça, mine de rien, ça fait rentrer le vélo comme pratique légitime aussi chez une population d'adolescents de quartier populaire, et ça change aussi l'image en passant pour le coup par le spectaculaire. Mais quand on est jeune, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on puisse passer par beaucoup d'autres choses. Donc c'est plutôt, voilà, ça évolue de fait. Et la deuxième question, c'était? Pardon? C'était comment développer cette pratique auprès des enfants, notamment en intra-urbain, là où potentiellement il y a beaucoup de voitures. Alors, juste avant que tu répondes, je te demande une réponse très rapide parce que j'ai deux questions encore à te poser avant qu'on termine. Et ben, deux éléments de réponse. Pour que les enfants puissent faire du vélo en intra-urbain, il faut des infrastructures de protection, ça c'est sûr, encore plus que pour des adultes. Évidemment, on peut développer si on a des pistes cyclables sérieuses. Et la deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus, et je pense que ça va venir sur l'interurbain aussi, alors pour l'instant seulement en milieu urbain, de plus en plus des vélos-écoles destinés aux enfants,
qui se développe, et aussi destiné aux adultes d'ailleurs, mais de plus en plus destiné aux enfants. Donc, l'apprentissage et la mise en situation par des personnes qui soient formées pour le faire, pas seulement par les parents, je pense que c'est une chose qui devrait aller dans ce sens. Ok. Alors, j'ai une question qui appelle une réponse assez succincte et une autre qui en appelle une autre un peu plus longue. Alors, du coup, tu as parlé de Lyon où la pratique du vélo tend à se simplifier. Est-ce que tu connais d'autres villes qui sont un petit peu comme ça, des modèles au niveau de la pratique du vélo? Et la deuxième question que j'ai envie de te poser, qui est un petit peu en rapport avec du coup le projet, hein, c'est quelles histoires on peut raconter en fait pour donner un imaginaire au développement du vélo. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer en fait comme histoire à partir de ce que tu connais? Alors, pour répondre très très vite, la première réponse, alors, je sais pas, ça dépend ce qu'il y a un modèle, mais je ne vais pas rentrer dans une grande discussion épistémologique là-dessus. Mais évidemment, si on regarde les endroits où la part modale est la plus élevée, donc où on a la pratique la plus développée, en France, il y a deux villes qui sont, puisque c'est la question, c'est par rapport à la France, hein, qui sont à la pointe, ce sont Grenoble et Nantes, qui ont des parts modales aux alentours de 15-20%, donc très très supérieures à ce qu'on peut retrouver dans les autres grandes villes. Et où on va retrouver des aménagements aussi structurants, des choses un peu différentes. Pour ce qui est de l'imaginaire, alors c'est un peu… Nous, on a l'habitude de plutôt faire des constats et d'être un peu moins dans la projection imaginaire. Moi, je vais donner un avis très subjectif, hein, évidemment, là-dessus. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à imaginer sur quelle tête ça aurait une ville débarrassée de la voiture et où on est effectivement des parts modales de vélos très hautes. À quoi vont ressembler les rues, en fait, à quoi va ressembler le déplacement d'une personne. Qu'est-ce qui se passe quand on pourra, à nouveau, je pense que c'est compliqué aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginons une ville, racontons l'histoire qu'est-ce qui se passe si un enfant de 8 ans peut aller tout seul à l'école dans une grande ville comme Paris? C'est inimaginable aujourd'hui à vélo, hein. Donc je pense qu'il y a des choses en termes d'imaginaire. Là, les rues complètement vides qu'on peut voir, hein, actuellement, donne à voir ce que c'est qu'une ville débarrassée de l'automobile. Qu'est-ce que c'est si le vélo reprend de la place? Je pense qu'il y a des choses à développer là-dessus. Après, en termes narratifs, en 5 secondes, je n'ai pas le temps de raconter grand-chose de plus. Mais voilà. Je vois que Nathalie a réussi à se reconnecter au banc. Est-ce que vous pouvez… alors, est-ce qu'on peut lui rouvrir son micro? Nathalie, vous êtes là? Oui, je suis là, oui, oui. Ok, super. Ben, je vais vous poser la même question qu'on vient de poser à Mathieu. C'est comment est-ce qu'on pourrait imaginer, en fait, quel genre d'histoire on pourrait raconter justement sur la base de ce que vous connaissez pour se représenter concrètement, en fait, une ville dans laquelle le vélo serait très développé? Alors, de ce que j'ai entendu dans les entretiens et de ce que j'ai pu voir ailleurs, il y a la question quand même de penser une ville sensorielle, une ville où les sens ont de nouveau du sens, si j'ose dire. C'est quelque chose d'important, donc ça passe par sans doute une ville avec plus de nature. Une ville plus apaisée. La question du temps, de retrouver le sens donné au temps du déplacement est quelque chose qui revient de façon importante et qui pourrait être utilisé dans de la narration sur qu'est-ce que ça pourrait être qu'une autre ville. C'est pas forcément une ville où les temps de déplacement sont plus longs, mais en tout cas l'usage en est différent et les ressentis que l'on a lors de ces déplacements sont différents. J'ai un collègue, Yves Crozet, qui travaille sur la voiture depuis des décennies et qui a l'habitude de dire que quand on monte dans une voiture, on perd la moitié de ses neurones. Et donc là, c'est un peu une façon de se reconnecter. C'est une ville moins agressive aussi, malgré tout. Et c'est cette question d'agressivité est quelque chose qui revient aussi de façon importante. Donc, qui pourrait faire partie aussi de ce narratif d'une ville plus cyclable, plus piétonne. C'est pas uniquement cyclable dans ces cas-là, c'est plus piétonne,
où chacun retrouve une place, une vraie place. Et là, ça renvoie effectivement à ce que Mathieu mentionnait sur nos villes qui sont vides là, mais où on peut du coup marcher au milieu de la chaussée, ce qui est impossible la plupart du temps, et qui donne du coup une autre perspective sur qu'est-ce que ça peut être que cette ville. Effectivement. Voilà, très rapidement, et je m'excuse, mais oui, j'ai eu une panne d'internet. Ouais, problème technique, ça arrive. Oui, effectivement, c'est vrai qu'en ce moment, on peut marcher au milieu des chaussées et bon, faut pas trop sortir quand même, mais quand on peut, c'est une expérience à faire. Alors bon, pour terminer, je vois, j'ai deux questions qui se rejoignent un petit peu. Selon vous, comment va évoluer la cohabitation vélo-voiture dans le futur? La question des pistes cyclables étant encore assez politique, vers quel rapport de force allons-nous d'ici 20 à 30 ans? Et donc, une autre question qui demande, la généralisation du transport à vélo, pour être vraiment efficace, doit-elle être envisagée comme un remplacement à la voiture ou une cohabitation raisonnable? Serait-elle possible? Alors, je commence et puis tu compléteras, Mathieu. Sur la voiture, elle va rester parce qu'on continuera à en avoir besoin pour transporter certains types de personnes déjà. Tout le monde ne va pas accéder. Et puis pour certains types d'usages qui vont continuer à se développer. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est une réduction de cette place-là. Et effectivement, ça passe aussi actuellement par des vrais choix politiques qui s'inscrivent dans des rapports de force avec l'automobile, qui sont d'ailleurs présents au sein même des services voirie, entre savoir comment se négocie cette place de chacun des modes au sein de la ville. La réduction, on l'a commencé à la voir à Lyon, elle est perceptible de façon encore plus importante dans d'autres espaces, mais ça passe dans d'autres villes, mais ça passe effectivement à chaque fois par de la négociation. À l'heure actuelle, en revanche, oui, je ne crois pas qu'il y aura une suppression totale de la voiture. On peut l'avoir sur certains types d'espaces, mais une suppression totale de l'usage de la voiture me paraît peu réaliste. Ouais, ce qu'on peut ajouter pour compléter ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de quoi gagner en termes de place. L'automobile, c'est 50% de l'espace public. Donc, il y a effectivement les espaces où on roule et il y a les espaces où on stationne. Et les voitures, comme n'importe quel véhicule, un vélo aussi, ça ne roule pas en général, sauf qu'un vélo, ça prend beaucoup, beaucoup moins de place. De fait, il y a beaucoup d'éléments à gagner là-dessus. Et un des éléments qui se développe, alors c'est difficile toujours d'avoir un discours prospectif, évidemment, mais c'est le fait de passer de l'usage des voitures ne disparaîtra pas, mais sa possession va sans doute évoluer, avec notamment le développement des véhicules partagés. Les expériences récentes n'ont pas forcément très, très bien marché à Paris, par exemple, mais enfin en tout cas le médiatique Autolib, mais en tout cas le développement de l'usage de la voiture sans sa possession, donc dans des cadres plus ponctuels, et donc la limitation du nombre de véhicules est quand même assez probable et devrait laisser de la place de fait plus à d'autres véhicules, notamment les bicyclettes. D'accord. Bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venu répondre à nos questions et présenter vos recherches. C'était très, très intéressant. On a de très bons retours. En plus, les gens vous remercient dans la merci à vous. conversation. Merci à vous, merci à vous tous. Et merci à Mathieu d'être resté en ligne. Merci à Aubance aussi de gérer un petit peu la technique et l'hébergement de la conférence. Merci aux personnes qui ont participé. Nous, de notre côté, on va vous donner rendez-vous vendredi à la même heure. Donc, on redonnera le lien. Il y a un événement sur Facebook. On va recevoir la sociologue Dominique Méda qui va nous parler des indicateurs alternatifs de richesse économique. Et du coup, penser la richesse aussi peut-être d'une façon un petit peu différente de celle qu'on la pense aujourd'hui. Donc, vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site onsadapte.fr. Il y a aussi une page Facebook et un Twitter qu'on vous invite à aller consulter. Voilà. Bon, ben merci à vous tous, à vous toutes, et à très vite du coup. Merci. Au revoir. Au revoir.